Chicago, dans les années folles, est un des principaux temples du jazz. Deuxième ville des États-Unis juste après New York, Chicago est à cette époque, et dans deux domaines au moins, incontestablement la première. Suite au grand incendie de 1871, la ville a été entièrement reconstruite. Son architecture moderne est la plus remarquable d'Amérique. Et avec la prohibition d'alcool qui, en 1920, frappe les États-Unis, Chicago devient la plaque tournante d'un nouveau commerce. Le maire de la ville, William Thompson, dit Big Bill, est totalement corrompu et reçoit les pots de vin avec avidité. C'est à bras ouverts qu'il accueille la contrebande sur son territoire. Qui dit trafic d'alcool, dit trafiquant. Et qui dit trafiquant, dit gangster. Et qui dit gangster, dit Al Capone. Avec le massacre de la Saint-Valentin en février 1929, il devient le patron incontesté de la pègre de Chicago. Jusqu'à cette date, Chicago est divisée en sphères d'influence. La partie nord de la ville était sous le contrôle des Northsiders, dirigés par Bugs Moran, l'ennemi juré d'Al Capone. En janvier 1929, les Northsiders avaient intercepté les camions d'Al Capone et fait sauter les bars qui achetaient sa bière de contrebande. Le principal homme de main d'Al Capone, Jack McGurn, dit la mitraillette, fut victime d'un guet-apens dans une cabine téléphonique. Il n'en réchappa de justesse. Al Capone décida d'éliminer une bonne fois pour toutes le gang Moran. Il convoqua McGurn dans sa magnifique villa de Palm Island en Floride. Là, ils élaborent leur plan. Le matin de la Saint-Valentin, le 14 février 1929, Al Capone a rendez-vous avec un éminent homme de loi de Floride. Il prépare sans doute l'alibi dont il aura bientôt besoin. Pendant ce temps-là, en effet, 6 des membres des Northsiders se retrouvent dans un entrepôt de Chicago. Ils y attendent l'arrivée d'un chargement de whisky volé. Leur chef, Moran, est en retard. Parmi les membres du gang, on trouve James Clark, alias Albert Kachalek, qui n'est autre que le beau-frère de Moran. Adam Ayer, alias John Snyder, comptable de profession et responsable des finances du gang. John May, spécialisé dans l'ouverture des coffres-forts, chargé d'entretenir les voitures et les camions. Al Weinshank, qui a la haute main sur les syndicats à la solde de Moran. Frank Gusenberg, un professionnel de la gâchette. C'est lui qui devait descendre McGurn avec son frère Peter. Ce dernier est également présent le jour de la Saint-Valentin. Ce matin-là, une voiture s'arrête devant l'entrepôt. 4 hommes d'Al Capone en sortent. 2 sont en uniforme de police. À la vue des policiers, Moran, qui s'apprêtait à rejoindre l'entrepôt, fait demi-tour. Quelques instants plus tard, une fusillade éclate dans l'entrepôt. 2 policiers en ressortent, poussant devant eux 2 autres hommes. Ils repartent en voiture. Quand les véritables policiers sont appelés sur les lieux, ils découvrent une scène de carnage. Les 6 membres du gang Moran sont étendus dans un bain de sang. Un 7e homme, Reinhard Schwimmer, qui pimentait sa vie d'opticien en fréquentant les gangsters, a lui aussi été abattu. Malgré 14 blessures, Frank Gusenberg est retrouvé vivant. Fidèle au code d'honneur de la pègre, il ne fournit aucun renseignement à la police. Personne ne m'a tiré dessus, dit-il avant de succomber. Tout le monde est convaincu de la responsabilité d'Al Capone. Mais celui-ci s'est construit un alibi irréfutable et 3 de ses complices sont relâchés faute de preuves. Une récompense de $100 000 est alors offerte. Mais aucun témoin ne se fait connaître. Le soir de la Saint-Valentin, Al Capone organise une fête dans sa maison de Floride. Afin de sauvegarder sa position de roi de la pègre de Chicago, Al Capone doit détruire un autre concurrent, l'Union sicilienne.
À sa tête, 3 hommes. Joey Giunta, un tueur qui a auparavant travaillé pour Al Capone. John Scalise, qui enduit ses balles d'ail, croyant que si celles-ci ne tuent pas, elles provoqueront la gangrène chez ses victimes les plus coriaces. Et Albert Anselmi, assez imprudent pour déclarer « C'est nous les patrons maintenant ». Al Capone n'apprécie pas du tout. C'est ainsi que moins de 3 mois après le massacre de la Saint-Valentin, il organise un somptueux banquet, soi-disant en l'honneur du trio. Quand au petit matin les 3 Siciliens ont bien bu, Al Capone donne le signal. Ses gardes du corps se jettent sur les 3 hommes et les ligotent. Muni d'une batte de baseball dans chaque main, Al Capone lui-même les frappe jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Puis, un garde du corps les achève au pistolet. Désormais, Moran n'est plus le seul à vouloir la peau d'Al Capone. Al Capone est né le 17 janvier 1899. Il est le 4e enfant d'une famille italienne qui en compte 9. Ses parents ont quitté Naples en 1893 pour s'installer à Brooklyn. Ils font partie de cette grande vague d'immigration du sud et de l'est de l'Europe qui a afflué dans le nord-est des États-Unis à la fin du XIXe siècle, dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Après avoir brièvement exercé le métier d'épicier, le père d'Al Capone, qui a américanisé son nom, devient coiffeur. Il obtient sa naturalisation en 1906. Comme la plupart des jeunes immigrés italiens, Alphonse est un élève peu assidu. Il quitte l'école à l'âge de 13 ans, après avoir frappé un enseignant qui le réprimandait. Son seul ami est un Sicilien, Salvatore Lucania, qui se fera bientôt connaître sous le nom de Lucky Luciano. Al Capone est encore gamin quand il devient le garçon de course du gang de Johnny Torrio. À 16 ans à peine, il intègre le redoutable gang des 5 points dont Torrio a fait autrefois partie. Remarqué pour ses talents de bagarreur, Al Capone est engagé comme videur dans le bar de Frankie Yale, un autre ancien membre du gang. Dans ce bar, un soir, Al Capone fait une remarque grossière à une cliente. Aussitôt, le frère de la jeune femme lui lacère le visage au couteau. Al Capone en garde 3 cicatrices qui lui valent son surnom. Scarface, le balafré. Al Capone est fréquemment impliqué dans de violents affrontements. En 1919, il quitte New York pour rejoindre Johnny Torrio à Chicago. Torrio y a été appelé 10 ans plus tôt par son oncle, Big Jim Colosimo, patron incontesté du quartier chaud de la ville, régnant sur la prostitution, la drogue et le jeu, pour qu'il le débarrasse de la Main Noire, une organisation spécialisée dans le racket. À cette époque, Chicago est une des villes les plus corrompues des États-Unis. C'est ainsi que le championnat national de baseball de 1919 est acheté par un gangster de New York, Arnold Rothstein. Celui-ci soudoie l'équipe des White Sox de Chicago pour qu'elle perde. Policiers et hommes politiques, tous marchent au pot de vin. Et il est simple pour Colosimo et son gang d'avoir pignon sur rue. En avril 1920, Colosimo épouse Dell Winter, une jeune chanteuse d'opéra dont il est très épris. Beaucoup craignent qu'il ne soit bientôt plus apte à mener un gang. Moins d'un mois plus tard, le 11 mai, Big Jim Colosimo est abattu dans son club. Bien que la responsabilité de Johnny Torrio soit très probable, celle-ci n'a jamais été prouvée. Torrio va pouvoir reprendre les rênes de l'empire de son oncle et organiser la contrebande d'alcool dans la ville. Si le racket, la prostitution et la drogue ont permis à des gangsters comme Colosimo et Torrio d'asseoir leur pouvoir à un niveau local, l'instauration de la prohibition le 17 janvier 1920 implique de trouver des accords plus larges. Chicago est parfaitement situé pour profiter de la prohibition. De l'autre côté de la frontière se trouve le Canada, avec ses brasseries et ses entrepreneurs.
Chicago a été un des grands centres de la brasserie et possède ainsi les compétences nécessaires pour produire de l'alcool illicite en abondance. Mais Chicago n'est pas la seule ville à faire de la contrebande d'alcool. Tout le littoral de l'Est des États-Unis en fait une de ses principales activités. Des navires en provenance des Caraïbes, une des principales sources d'approvisionnement de l'alcool clandestin, peuvent demeurer en dehors des eaux territoriales, tandis que de petits bateaux transportent l'alcool vers les plages désertes des côtes américaines. La population noire est mise à contribution pour décharger et ranger un nombre impressionnant de caisses remplies de bouteilles. Celles-ci sont ensuite acheminées vers les bars clandestins qui, avec les cercles de jeu et les boîtes de nuit, jouissent d'une fantastique popularité, d'autant qu'elles ne sont guère menacées par la police. Tout d'abord chauffeur, barman et garde du corps personnel de Torrio, Al Capone devient bientôt son bras droit. Il l'aide à réaliser l'implantation d'établissements de prostitution et de jeux dans les banlieues. Impliqué dans le meurtre du gangster Joe Howard, Al Capone se présente à la police comme un simple brocanteur. En réalité, avec ses compatriotes immigrés de Naples, il se bat déjà contre les Northsiders, menés alors par l'Irlandais Dion O'Banion, et contre les Siciliens des célèbres frères Jenna. Le maire Thompson et la police étant à leur solde, les gangs trafiquent en toute impunité. Leurs règlements de compte font les gros titres des journaux du monde entier. L'élection en 1923 d'un nouveau maire à Chicago entraîne de profonds changements. Torrio et sa bande quittent la ville pour Cicero. Cette fois, ils ne se laisseront pas déposséder par la municipalité. Lors des élections, les gangsters se rendent dans les bureaux de vote et menacent les électeurs à l'aide d'armes à feu. Ils font 4 morts. Au cours d'une descente de police, Frank, le frère d'Al Capone, est tué. Al Capone, lui, parvient à s'échapper. En 1924, l'organisation que Torrio a mise en place se désagrège à cause des frictions entre les Northsiders d'O'Banion et les Siciliens des frères Jenna qui travaillent pour lui. Suite à un règlement de compte qui coûte la vie à O'Banion, Torrio est grièvement blessé. Torrio décide de prendre sa retraite. Il passe la main à Al Capone, qui n'a alors que 26 ans. C'est ensuite au tour de 3 des frères Jenna d'être éliminés. Certains voient dans cet assassinat la griffe d'Al Capone. Al Capone est lui-même constamment menacé. En janvier 1925, il échappe à un attentat dans sa voiture. Il fait alors l'acquisition d'une voiture blindée. Derrière la banquette arrière, celle-ci dispose d'un impressionnant râtelier d'armes. Dans le milieu, les amis d'un jour peuvent devenir les ennemis de demain. Ainsi, le 1er juillet 1928, Frankie Yale est abattu à New York par Al Capone suite à une affaire de trafic d'alcool. D'autres règlements de compte, donc d'autres crimes, suivront. Celui de Weiss, le chef des Northsiders, par exemple, le 11 octobre 1925. L'emprise d'Al Capone sur Chicago se confirme l'année suivante.
Il organise une réunion de gangsters à Atlantic City sous le haut patronage de Johnny Torrio. Les plus grands caïds remisent leurs armes pour échafauder des projets d'avenir. La création d'un groupement national du crime organisé. Ces raquettes lui rapportant un minimum de 60 millions de dollars par an, Al Capone dépense sans compter. Ses pertes dans les courses de chevaux peuvent s'élever jusqu'à 1 million de dollars par an. Ses demeures en Floride et à Chicago sont sous surveillance 24 heures sur 24 et des gardes du corps l'escortent où qu'il aille. Il possède ses propres entrées secrètes dans les hôtels de Chicago, d'abord au Métropole où 50 chambres sont réservées en permanence pour ses hommes, puis au Lexington. Mae, sa femme irlandaise, qu'il a épousée quand il n'avait que 19 ans et était encore un jeune voyou new-yorkais, est rarement à ses côtés. Al Capone entretient une kyrielle de maîtresses dont la plupart travaillent dans ses maisons closes. Après le massacre de la Saint-Valentin, Al Capone se réfugie à l'endroit qu'il juge le plus sûr, la prison. Ainsi, en 1929, il s'arrange pour se faire arrêter pour port d'armes prohibé et va passer 10 mois au pénitencier. Fort de ses soutiens, il obtient de nombreux passe-droits. Il reçoit autant de visites qu'il veut et peut se servir sans restriction du téléphone. Même en prison, il continue à diriger son empire. À sa sortie de prison, en mars 1930, le climat a changé. Le krach de Wall Street, quelques mois plus tôt, a altéré les affaires. Les Américains sont contraints de réduire leurs dépenses superflues. Alcool, jeux, etc. La pauvreté gagne les grandes villes. C'est l'occasion pour Al Capone de s'offrir une campagne de publicité. Il est l'un des premiers à mettre en place des soupes populaires. Comme le montrent ses interviews, certains habitants de Chicago lui sont très reconnaissants. Ceci est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée dans ma vie. À de pauvres malheureux comme moi, dans la rue, mendiant un bol de soupe et un sandwich. Nous n'avons pas de travail. Nous ne pouvons pas obtenir de travail. Nous cherchons du travail. Nous ne pouvons pas avoir de travail, mais nous en aurons un jour, dans l'avenir. Et maintenant, messieurs et mesdames, quand nous allons au travail, quand nous serons au travail, nous nous mettrons au travail tout de suite. Si Al Capone n'était pas là, lui qui nous a invités ici, dans cette maison blanche de South State Street, nous ne mangerions pas. Al Capone a engagé Jack Lingle, journaliste chargé des faits divers au Chicago Tribune. Il lui sert d'agent de liaison entre gangsters, policiers et politiciens. Pour cela et pour ses articles élogieux, Al Capone le paie 60 000 $ par an. Pour s'être apparemment rendu coupable d'une trahison envers Al Capone, Lingle est abattu le 9 juin 1930. Bien qu'Al Capone ne soit encore une fois pas inquiété pour ce crime, le nouveau président américain, Herbert Hoover, décide d'attaquer Al Capone sur deux fronts, la contrebande d'alcool et la fraude fiscale. Avec son homonyme J. Edgar Hoover, le jeune chef ambitieux du FBI, il jure de mettre une fois pour toutes Al Capone sous les verrous. Un jeune diplômé de l'université de Chicago, Elliot Ness, est désigné pour constituer une équipe d'agents connue sous le nom d'Incorruptible. Sa fonction principale est de distraire l'attention des gangsters pendant que l'enquête du fisc progresse. Ils sont aussi chargés de détruire les distilleries et les brasseries clandestines. Même les moyens de transport des gangsters sont détruits par les agents fédéraux.
Parallèlement, toute la puissance des gardes-côtes est déployée pour arrêter la contrebande. La marine est mobilisée pour intercepter les cargaisons côtières suspectes. Et des avions interviennent pour traquer les contrebandiers. Ces mesures, bien que spectaculaires, ne sont pas suffisantes pour arrêter les gangsters. Frank Wilson, chef de la section d'investigation du fisc à Chicago, est chargé d'enquêter sur les revenus d'Al Capone. Un de ses agents, Mike Malone, prend une chambre au Lexington en se faisant passer pour un prisonnier en fuite. Il s'immisce ainsi dans le cercle des proches d'Al Capone. Le premier à être arrêté est le frère d'Al Capone, Ralph. Ses livres de compte montrent que sur les 8 millions de dollars qui ont transité en 4 ans sur ses divers comptes en banque, aucun impôt n'a été payé. Il est condamné à 3 ans de prison. Le suivant est le trésorier du gang Al Capone, Jack Guzik, dit Pouce Graisseux. Il est condamné à 5 ans de réclusion. Dès l'été 1930, la structure qu'Al Capone a si soigneusement bâtie commence à se craqueler. Wilson retrouve le comptable d'Al Capone et, en échange d'une protection, parvient à le convaincre de témoigner. En juin, Al Capone est inculpé de fraude fiscale. Il doit à l'administration près de 400 000 $. Les avocats d'Al Capone tentent de négocier avec le procureur pour réduire la gravité des charges. Mais cet accord est rejeté. Le gang d'Al Capone se procure alors la liste des jurés pressentis pour les corrompre. Le jour du procès, le 6 octobre 1931, le juge, informé de ces manigances, échange la liste avec celle des jurés d'une autre salle du tribunal. Le 22 octobre 1931, Al Capone est condamné à 11 ans d'emprisonnement et à 50 000 $ d'amende. Pendant un temps, Al Capone continue de gérer son empire depuis sa maison d'arrêt de Cook. Mais cela devient impossible lorsqu'il est transféré au pénitencier fédéral d'Atlanta, en Géorgie. Il y travaille en tant que cordonnier. Le 18 août 1934, il est transféré au pénitencier d'Alcatraz dans la baie de San Francisco, où l'évasion est réputée impossible. C'est pour Al Capone le début de la fin. On lui retire tous ses privilèges. Il est même affecté aux travaux de nettoyage des toilettes, ce qui lui vaut le nouveau sobriquet de Rital au balai. Al Capone se tient à l'écart des autres prisonniers et refuse de participer aux grèves et aux mutineries de juin 1936. Pour cette raison, un détenu lui plante une paire de ciseaux dans le dos. Al Capone survit à ses blessures, mais en février 1938, syphilitique depuis des mois, il tombe gravement malade. Al Capone a probablement contracté la maladie auprès d'une de ses prostituées. Son système nerveux est atteint. Peu à peu gagné par la paralysie, il est relaxé en novembre 1939 pour suivre un traitement. Sa femme Mae le ramène dans leur villa en Floride où elle le soigne jusqu'à sa mort, 7 ans plus tard. Ce fils d'immigrés napolitains élevé dans les bas-fonds de Chicago était devenu une légende. Le crime et la corruption furent les moyens qu'il choisit pour sortir de sa condition. Il fut responsable de 400 crimes, dont 40 commis de ses propres mains. Il est enterré au cimetière Mount Olivet à Chicago. Devant l'afflux d'admirateurs et de curieux, sa dépouille a été transférée dans un lieu tenu secret. Même mort, Al Capone est obligé de se cacher.